L'évasion commence toujours par un voyage de l'esprit. Nous déambulons dans les couloirs de nos vies, à la recherche de quelque chose. Des réponses ou simplement un but. Les miroirs se déclinent. Nous faisons face à notre propre reflet sans vraiment s'attarder, par pudeur ou par négligence. Lorsque nous avons enfin le courage de nous arrêter pour observer de plus près, ce n'est pas l'image à laquelle nous nous attendions qui nous apparaît. Voilà 4 ans que mes livres et moi partons à la rencontre de notre public. C'est au détour de conversations anodines que se révèlent parfois les échanges les plus intéressants. À travers la littérature fantasy, le thème des autres mondes m'a ouvert des portes insoupçonnées. Il y a ces rencontres banales, et il y a des rencontres qui dépassent les mots. Des liens qui se tissent et qu'il est difficile d'expliquer. Ce sont les esprits qui se font écho. Les âmes qui dansent en silence parce qu'elles ont reconnu leurs semblables. Parfois, une seule rencontre suffit à vous emporter dans un autre monde. Si cela n'avait pas été pour ce documentaire, peut-être ne me serais-je jamais penchée sur le parcours, pourtant extraordinaire à sa façon, de ces personnes. Peut-être n'aurais-je jamais saisi l'unicité de leur vie, de leur regard sur le monde et sur l'humain. Survivre n'est pas suffisant pour les êtres que nous sommes. Alors, il faut vivre. Alive vous emmène sur les traces de 3 personnes, 3 parcours et 3 destins. Je m'appelle Cindy, j'ai 26 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis écrivain d'Heroic Fantasy. Ici, on est dans la maison de ma maman, donc on est arrivé là il y a 15 ans à peu près. C'est un peu perdu dans la campagne. J'ai une façon très libre de vivre en fait. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Donc en ce moment, je suis beaucoup dans la nature, donc c'est pour ça que je suis revenue un petit peu à Sceaux. Surtout le contact avec la nature, que j'ai déjà essayé d'habiter en ville, mais on est très vite étouffé, on est pris dans la société et tout. Et vraiment, là, je suis vraiment au calme, je respire. Vraiment un cadre de vie exceptionnel. J'ai écrit une trilogie d'Heroic Fantasy qui s'appelle Les Éphérides. J'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite, mais ça m'a pas forcément marqué. Et après, c'est quand j'étais au lycée qu'une histoire m'est venue. Donc j'ai écrit 1 ou 2 chapitres, quelques idées, j'avais tout dans ma tête mais j'ai pas continué. Et c'est en retrouvant ces brouillons-là que tout m'est revenu et j'en ai vraiment fait un livre. Donc c'était à l'âge de 23 ans. On me pose souvent la question, est-ce que c'est un voyage initiatique ? Donc quelque part oui, parce que cette jeune fille, elle parcourt son monde, elle grandit, elle évolue, elle découvre plein de nouvelles choses. Et je pense qu'on a tous besoin de ça, au fond, de se découvrir soi-même, d'évoluer. La trilogie, elle se déroule sur 5 années. Donc forcément, j'ai grandi avec elle. Mon inspiration, elle vient beaucoup des voyages que j'ai faits. On sert énormément de ce que j'ai vraiment vu avec mes yeux pour créer mes décors. Après, ça me vient aussi des jeux vidéo. Et aussi, quand j'étais adolescente, je lisais énormément d'Heroic Fantasy et tous ces univers-là. Donc forcément, j'en ai tiré quelque chose. Je suis passionnée d'astronomie. Donc ça m'est venu parce que à la base, je suis pâtissière. On se lève très tôt la nuit pour aller travailler. Et justement, en faisant le trajet tous les jours de chez moi à mon travail, je voyais ce ciel étoilé. Et ça m'a fascinée, ça m'a intéressée. Et je me suis mise à apprendre toutes les étoiles par cœur, à comprendre le mouvement du ciel. Et c'est parti de là.
retrouver sous le ciel étoilé, on se sent tout petit. On voit la taille de notre soleil, il est tout petit par rapport à d'autres soleils dans l'univers, donc la taille de la planète encore plus et la taille des humains encore plus. On relativise beaucoup de choses après. Du coup, on se remet en question parce que certains problèmes, on en fait une montagne, alors qu'en fait, on n'est rien. Et par rapport à tout ça, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ça remet beaucoup de choses en question. Là, le regard vagabondant dans les profondeurs abyssales du firmament, je commençais enfin à saisir les premiers fragments de ce monde qu'elle dépeignait. C'était comme se recueillir dans un sanctuaire secret. Un monde visible que pourtant personne ne regarde. Un monde discret, mais riche. Riche de vie et d'espoir, riche de sensations, d'émotions. Comme un tourbillon qui nous embarque, malgré nous, et que rien n'arrête. Le voyage commence. Et qui sait jusqu'où il nous emmène. Je pense qu'on se détache de tout ce qui est civilisation comme ça. Déjà, on a un certain calme intérieur, je dirais. On prend les choses avec beaucoup plus de recul. Et oui, du coup, on est reconnecté. On se rend compte qu'on passe beaucoup de temps sur nos écrans, alors que c'est pas l'essentiel, en fait. C'est pas l'important. Donc oui, moi, je suis bien là dans la campagne en ce moment, à prendre ce recul-là. Souvent, on voit les gens en direct, en vrai, on passe pas par un écran. Du coup, c'est plus authentique, les échanges. Là, par exemple, j'étais en voyage et pendant un mois entier, je me suis coupée de téléphone, internet, d'absolument tout. En revenant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas envie de m'y replonger. C'était vraiment une corvée pour moi. Après, je comprends qu'il y ait des personnes pour qui c'est inconcevable. Et même la société de nos jours, on est obligé de passer par tout ce qui est Internet. Enfin, c'est les moyens de communication maintenant. Mais après, ça fait du bien quand même de se couper de temps en temps. Même essayer et se rendre compte, je pense, de l'impact que ça a sur nos vies. Le but dans ma vie, je suis en train de le chercher encore. Je pense qu'on a tous quelque chose de bien précis à faire sur Terre. Et il faut juste trouver son chemin de vie. On peut appeler ça des dons pour soigner, même pour améliorer le quotidien des autres personnes. Donc je m'oriente plus là-dessus. Je viens de recevoir mon diplôme de géobiologue. C'est l'étude des habitats. On détecte tout ce qui est champs électriques, magnétiques, tout ce qui est nocif dans les maisons en fait. Ça rejoint un peu le métier de sourcier, que ce soit des veines d'eau souterraines ou des prises qui ne sont pas reliées à la terre. C'est très nocif pour le corps et d'être tout le temps exposé à ça, en fait, nos cellules elles se fatiguent et souvent ça crée des maladies. Et les résultats ils sont surprenants parce que tout ça c'est des métiers, on est un peu dans l'ordre du subtil. Mais là on mesure vraiment aussi les prises électriques, on les mesure avec des vrais appareils, donc les gens ils ont la preuve sous les yeux. Je me sentais pas complète avec juste le magnétisme. J'adore aller chez les gens et voir ce qui s'y passe. Et justement, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de géobiologue. Comme j'ai été magnétiseuse, on me demande pour des soins de temps en temps, même pour vérifier les maisons. Du coup, c'est ce que je vais faire de plus en plus. Souvent, oui, je dis que je suis un aimant, un fantôme, parce que depuis toujours, je les vois en fait. Mais les gens autour, ils comprennent pas forcément toujours. Dans la maison, il va se produire des phénomènes un peu paranormaux. On va entendre des voix, des bruits dans les murs, partout là où je passe. Donc c'est pour ça que je dis que je suis un aimant, un fantôme. Il y a des gens qui y croient pas du tout. Et justement, moi, je suis très sceptique sur beaucoup de choses aussi. Donc je veux pas forcer les gens à le croire. Je sais qu'il y a certaines personnes à qui je peux en parler et d'autres pas du tout. Je pense que de toute façon, dans la vie, on attire les personnes qu'on est censé croiser. Donc justement, si on va s'ouvrir à ça, de plus en plus, on va attirer des gens qui s'y intéressent aussi. Et on va apprendre de chacun. J'ai toujours été plongée là-dedans. Mes tout premiers souvenirs, c'est des souvenirs de fantômes. Donc ça a toujours fait partie de mon monde. J'arrive pas forcément à comprendre ce qu'ils me disent. Après, je les vois. Ou même par l'écriture automatique, j'ai déjà essayé, ils peuvent faire passer des messages, mais la plupart du temps, c'est des mémoires très anciennes en fait. Et quand on parle de dons, on dit ma grand-mère elle m'a transmis le don dans les familles. Mais moi, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, parce que je pense que on a ça chacun de nous, il faut juste le développer. C'est une capacité que chacun a. Je dirais qu'il faut garder une ouverture d'esprit surtout en fait, il ne faut pas juger les gens trop vite, parce qu'il y a plein de choses qui existent.
faut s'intéresser à tout le monde, prendre les gens comme ils sont. Il y a un autre endroit comme ça où je vais parfois, petit tour en ruine, et j'aime bien y aller, me poser et fermer les yeux. Et là, quand je réouvre les yeux, il y a le panorama à perte de vue, il y a les montagnes tout au fond, on a l'impression un peu de survoler le monde. Quand on a des rêves ou quoi, faut pas attendre parce que la vie, on ne sait pas quand elle s'arrête. Voilà, c'est un peu ça ma façon de vivre. L'écoute est maître mot d'humilité. Entendre les plantes chanter, la terre respirer, le corps parler. C'est l'étonnant voyage que me propose Charles, kinésithérapeute de métier. Pour autant, sa pratique ne se limite pas à recevoir des patients et guérir leurs maux. Elle est bien plus vaste. Elle interroge, explore, se questionne. Découvrez son monde à mes côtés. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Je m'appelle Charles et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur cette terre quand j'étais enfant notamment. J'ai fait de très belles expériences. J'ai découvert le monde dans sa diversité. Si je devais définir mon approche de la vie, je dirais que l'homme a besoin d'être intégré dans un environnement pour être épanoui. Pour ça, il faut qu'il soit à sa juste place. Et sa juste place, ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Donc c'est observer tous les éléments. Observer les éléments, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, et même éventuellement l'espace. Éventuellement, il y a aussi peut-être des êtres qui sont au-delà, dans d'autres dimensions. Donc pourquoi pas être à l'écoute aussi de ça. J'avais envie de consacrer ma vie à des questions importantes, des questions essentielles. Qu'est-ce que être, qu'est-ce que penser, qu'est-ce qu'interagir avec les autres, comment structurer son action dans le monde, et ça a été très stimulant parce que du coup j'ai rencontré les auteurs, j'ai rencontré les époques, les siècles, comment on pensait à certaines époques. J'ai vu les différences et aussi j'ai vu les similitudes. Et j'ai pu me raccrocher comme ça à certaines traditions de pensée. La philosophie institutionnelle, elle était un peu enfermée dans la dialectique du texte, voilà, dans le langage. Alors qu'il y a d'autres traditions, c'est l'accès au non-langage en fait qui est la vraie sagesse. La vie, c'est le mouvement. Hein. La kinésithérapie, c'est ça en fait. On fait la thérapie par le mouvement. Donc on essaie de retrouver par le mouvement les flux naturels du corps humain. Je travaille un peu dans l'ensemble du corps humain, dans toutes les articulations, un petit peu comme font les ostéopathes, pour que le corps arrive à retrouver une vibration d'ensemble qui soit harmonieuse. On peut travailler sur les fascias. Ce sont des tissus en fait qui relient les muscles entre eux, qui relient aussi les organes avec les muscles et les os. Donc ce sont des tissus intermédiaires qui sont très intéressants à aller explorer. Je voulais pouvoir avoir une relation, une interaction avec ce monde médical. Mieux le comprendre, mieux comprendre ce qui fonctionnait, mieux comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Aussi pour que les patients puissent être remboursés par les soins. Ouais, il y a une ordonnance qui est donnée. D'un point de vue purement professionnel, je vais chez les gens, à domicile. Mais en fait, en vérité, je pratique partout, spontanément. Je ne m'identifie pas tout à fait à ma profession. Je fais ça parce que ça me plaît, j'aime me rendre utile.
Mais justement, parce que ça me plaît, je peux le pratiquer en dehors de tout cadre. On rentre dans leur espace privé, dans leur atmosphère. Vous rentrez chez quelqu'un et vous sentez un petit peu toute son histoire. Donc ça donne un bon indicateur aussi pour pouvoir orienter le type de thérapie qu'on va leur proposer. Souvent, les kinés prennent pas assez le temps. Moi, je peux pas faire ça parce que j'aime pas me presser. Non. Ce qui est bien, c'est que c'est large. En fait, on a quand même beaucoup de liberté de choisir aussi la manière dont on va la pratiquer. Voilà. Cette plante-là qui pousse partout et en permanence, si j'arrive à en trouver un usage intéressant, que ce soit comestible, parce qu'apparemment c'est comestible, ou thérapeutique, alors au lieu de me retrouver avec une soi-disant mauvaise herbe, je me retrouve avec un trésor, et qui en plus est illimité. La permaculture, c'est un peu l'aboutissement philosophique de notre civilisation actuellement. Si vous associez des éléments entre eux, mais il y a peut-être une possibilité pour qu'ils se soutiennent. Un légume, par exemple, va attirer certains insectes qui va combattre les insectes ou les parasites d'un autre légume. Donc créer de l'abondance, voilà, et de la diversité. Aussi de respecter le sol, de le nourrir, de le comprendre. Il y a l'excellent Claude Bourguignon et sa femme qui traitent de ce sujet-là et qui ont vraiment révolutionné la conception qu'on avait de l'agriculture. On pourrait faire un lien entre le fait de faire le jardinage, de faire la kinésithérapie. C'est le fait d'éveiller tous les sens, en fait. Si on est attentif à cette richesse justement des sens, alors notre cerveau va se reconditionner et va éveiller des facultés qui étaient endormies auparavant. En travaillant dans la lenteur, on vient déployer toutes les sensations et on peut guérir en fait des pathologies chroniques, des inflammations, des tendinites par la lenteur justement. C'est le raisonner des règlements de tous les sens. Donc c'est reconditionner le cerveau à être disponible au sens. Comment l'individu peut, tout en respectant la tradition, aussi accepter sa singularité et son expérience individuelle et particulière. Voilà. Être philosophe, c'est évoquer en fait toutes les possibilités. C'est explorer tous les angles. Donc ce personnage, Sri Aurobindo, c'était quelqu'un qui était un puits d'érudition et il a proposé, il a eu une vision d'un nouvel être humain. En fait. Donc lui, il invitait les gens, en trouvant le centre de leur intuition, de se laisser guider par lui dans toutes les actions qu'on mène. Et ça, c'est la personne qui m'a le plus influencé. Voilà. J'ai voyagé un petit peu en Inde et je me suis dit que mon objectif, c'était finalement de faire vivre ce que j'avais trouvé dans mes voyages à l'endroit où j'étais né, et de faire vivre un certain idéal, là où c'était finalement peut-être le plus difficile, c'est-à-dire chez soi. L'Ayurveda, c'est une science traditionnelle. Et, elle a une conception qu'on appelle holistique de l'humain. Holistique, c'est un ensemble. Il y a des gens qui sont Pitta, qui sont Vata, qui sont plutôt vent, qui sont plutôt terre, qui sont plutôt feu. Donc on essaie de créer une typologie d'ensemble de la personne en regardant tous ces éléments. Et avec tous ces éléments-là, on va comprendre l'unicité de la personne et tous les éléments qui la composent. La meilleure des choses qui puissent nous arriver parfois, c'est que ça fonctionne pas trop et du coup, on est ramené à soi, on est ramené finalement à l'essentiel. Moi, je remercie l'univers déjà d'avoir de très belles interactions avec des gens. Il n'y a pas besoin d'agir beaucoup dans la vie, mais s'il y a une action qui est légitime, c'est justement d'essayer de conserver ça. Il n'y a plus qu'à écouter. Avez-vous déjà laissé parler la nature?
Avez-vous écouté et non simplement entendu ce qu'elle vous murmurait? Il y a des moments où les mots s'usent, et alors, le silence commence à parler. Si vous les écoutez réellement, les pierres murmurent et elles ont tant à nous apprendre. Moi, c'est Élodie Hannibal. Je vais avoir 32 ans. Je travaille actuellement à l'aéroport de Marignane en tant qu'agent d'escale. Si je devais choisir un mot pour me définir, je dirais que je suis quelqu'un d'entier. Que ce soit dans mes relations ou avec mes propres passions. Toujours être curieuse. Essayer de comprendre les choses avant d'émettre une opinion. D'ailleurs, il y a un auteur qui dit les choses très joliment, je trouve, dans son livre « Moi, Peter Pan », c'est « Apprendre à grandir sans jamais vieillir ». Voilà, j'ai beaucoup aimé l'idée. Je m'intéresse à l'art de la guérison. Je pense que ça s'est fait petit à petit dans la logique de ma vie, en fait. À la base, je suis quelqu'un qui m'intéresse pas mal aux autres. J'aime bien être à l'écoute, essayer de chercher à comprendre l'autre, les émotions, pourquoi il pense comme ça. Ce qui a déclenché, c'est le cancer. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont attrapé, ça m'a vraiment bouleversée. Je voulais savoir d'où ça venait, cette maladie, pourquoi. J'ai lu du coup plusieurs théories comme quoi c'est quelque chose qu'on a tous en nous ou qu'on se déclenche tout seul. Certains biologistes disent d'ailleurs qu'il n'y a rien qui ne va pas dans nos cellules. J'avais besoin de comprendre ça pour peut-être essayer moi-même, je sais pas, avec une autre forme de soin, guérir ce genre de maladie. En ce qui concerne les pierres, déjà, il faut partir du principe que toute chose a une énergie. Chaque pierre a la sienne. À partir de là, on peut utiliser l'énergie qui est propre à chaque pierre pour soigner, pour dénouer des choses parfois, faire de la méditation. Après, je suis pas sûre qu'il y ait une pierre par personne. Je me suis beaucoup intéressée à toutes sortes de techniques de soins différents. Et toutes ces petites techniques, c'est comme un tout. C'est un peu les différentes facettes d'un même principe qui est l'énergie. L'homme en lui-même est une jarre à énergie. On peut la donner, on peut la prendre, on peut la dépenser. Mais on peut aussi s'en servir par exemple pour appréhender des choses, appréhender un danger par exemple. Chez certaines personnes, personnellement ça m'est arrivé. Vous rencontrez une personne et vous vous dites tiens, là il y a du danger, ne pas s'approcher quoi. Le soin par l'énergie n'est pas suffisant parce qu'on va se dire bon, il y a ce problème chez cette personne, je vais la rééquilibrer énergétiquement parlant, mais le fond du problème c'est quoi? Si le problème est psychologique ou ça vient d'une chose que la personne a intériorisée, d'où mon deuxième point, c'est la guérison par la psychologie et le subconscient. Souvent on se sabote soi-même, quitte à à se rendre malade, se créer des maladies. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de dons à proprement parler. Je pense qu'on a tous ces capacités en nous, qu'on en soit conscient ou non, qu'on choisisse de les développer ou non. Après, il y a des gens, je pense que quand on est sur la même fréquence que quelqu'un, on se reconnaît. Il y a un savoir qui s'est perdu. Il y a des peuples dans la forêt amazonienne, par exemple, qui sont capables de communiquer avec les plantes. Je pense que c'est quelque chose qu'on était tous capables à la base de faire. On a tous ces sensibilités, mais je pense qu'on s'est perdu un peu nous-mêmes. Plus on a de choses, j'ai l'impression, et plus on se perd soi-même. Chuck Palahniuk qui disait dans Fight Club les choses que nous possédons finissent par nous posséder. Je pense que c'est très vrai. Il faut revenir à quelque chose de plus simple. Écrire, c'est un besoin parce que j'éprouve le besoin de créer des choses. Mais ce qu'il y a de magique avec l'écriture, c'est que j'ai l'impression que je peux faire toutes ces choses avec de simples mots. Les personnages de mon livre se présentent toujours avec leur propre pierre, parce qu'ils en ont une en particulier. Si je devais me présenter, ce serait l'améthyste. C'est une pierre d'ailleurs que j'ai depuis 12 ans maintenant, qui ne me quitte jamais. Elle est très spirituelle, elle est très utile pour tout ce qui est introspection. C'est aussi un anti-stress naturel. Elle est à la fois philosophique, apaisante, douce. Elle calme tout en fait. C'était un jardin japonais à Nara, un vieux village. C'était les maisons en toit de chaume avec le petit lac qui entoure la maison. C'est le jardin des parents de ma meilleure amie, tout simplement. En fait, je trouve que c'est un endroit totalement paradisiaque, c'est immense. On n'a pas l'impression d'être dans un jardin.
Mes voyages, ils n'ont pas changé ma manière de vivre parce que j'avais déjà ça en moi, j'ai toujours pensé de cette façon. Mais ils m'ont conforté dans l'idée que notre société, notre façon d'envisager la vie est figée. On se met des barrières tout seul et quand on voyage, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de vivre, il y a d'autres façons de réfléchir et de penser. Ça fait du bien et ça ouvre l'esprit, ça donne de l'espoir aussi. Ce serait bien si on pouvait arriver à prendre un peu de chaque et arriver à faire un tout harmonieux. Moi, je pense qu'on devrait évoluer humainement parlant. Il faudrait repenser l'éducation. J'ai l'impression qu'en France, en tout cas, quand on devient adulte, on cesse de vouloir apprendre des choses. Je pense que c'est important de sortir de notre zone de confort, en fait. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais finalement, si on se décide à franchir le pas, on se rend compte qu'il y a une infinie de possibilités. Et c'est de là que vient la richesse, entre autres. Moi, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit est en train de devenir fou. On s'enferme là-dedans et donc on a besoin de s'évader dans la première. Il faut s'en servir, il ne faut pas juste se laisser porter par cette imagination. Il faut s'en nourrir, s'en imprégner. Ma philosophie de vie, c'est de toujours essayer de comprendre les choses, ne jamais cesser d'apprendre. Je veux ne pas me donner de limites, jamais. Parce qu'on est les seuls à pouvoir décider de ce dont on est capable. Il y a trop de choses génialissimes dans la vie pour qu'on ait le temps de s'ennuyer. Je pense qu'on n'a pas le droit de s'ennuyer. Nous sommes uniques et nous avons tous des rêves. Certains vous diront que vous n'avez qu'une seule vie. Alors levez-vous et allez la vivre. Donnez des ailes à vos ambitions. Déterrez vos carnets enfouis où s'entremêlaient 1001 vœux que vous n'avez jamais osé exprimer. Personne d'autre que vous n'achèvera vos espoirs. Le monde autour de vous pourra les porter. Mais la seule personne capable d'insuffler la vie en ses rêves, c'est vous. Concrétisez vos rêves. Soyez différents. Soyez vous-même. Le monde tentera de vous étouffer, de vous conformer. Mais vos rêves, eux, resteront intacts. Rêver est notre plus grande liberté. Alors rêvez et faites rêver autour de vous. Mon voyage se termine. Mon histoire s'achève ici. Maintenant, écrivez la vôtre.